Bon, cette vidéo-ci va être consacrée à comment trouver une charge, la valeur d'une charge. Comment rechercher la valeur d'une charge. Alors, la première des choses, c'est que la charge, il faut la placer dans un environnement. Il faut un environnement. Hein? Un environnement dans le plan ou dans l'espace. Donc, un environnement. Ensuite, on va faire interagir d'autres charges. On va faire des interactions. Des interactions avec d'autres charges. Et là, on pourra évaluer la valeur d'une charge. Alors, comment? Alors, la première des choses, c'est que, bon, Coulomb a fait cette expérience-là. Hein. Bon, il a fait cette expérience-là parce que l'expérience de Coulomb peut être faite soit avec des potences, voilà, une potence, une seconde potence. Là, on attache un fil de nylon. Là, on met un fil de nylon. Voilà. Et sur ce fil de nylon, on vient mettre une charge électrique. Voilà. Alors, si elles sont du même signe, elles se repoussent. Si elles sont de signe opposé, elles s'attirent. Et bien sûr, il y a une distance entre les charges, et donc Coulomb a pu déterminer tout ça. Bon, il avait le... Voilà, lui, il a peut-être fait, je veux dire, avec un plafond, à la place d'une potence, il a peut-être fait avec un plafond. Donc là, de nouveau, on retrouve le fil de nylon avec les charges grand Q et petit q. Grand Q, petit q, qui a donné sa fameuse formule F égale K fois grand Q fois petit q sur R carré. Bon, pour voir que c'était... Il plaçait une charge Q, bon, il séparait les distances, hein, il jouait avec manipuler les distances, et là, il pouvait se dire que c'était inversement proportionnel au carré de la distance. Bon, alors, la force, il pouvait la mesurer, notamment par un... Voilà, vous connaissez... la déviation qui peuvent être... On s'est trouvé au travers de la déviation et un poids, on peut trouver la force électrostatique. La force électrostatique sur ce corps, voilà, P. Ici, je l'ai mal fait. Voilà, ici, c'est quand il est au repos, il n'est pas chargé. Puis là, c'est quand... bon, d'abord, on le charge. S'il est préalablement non chargé, on le charge. Et puis, on met en action, bien sûr, d'autres charges. Par exemple, on va mettre ici une boule qui va attirer. Par exemple, s'il est plus, on l'a chargé plus. Voilà. Vous allez mettre une boule métallique, par exemple, qui est moins. Vous allez approcher la boule métallique et vous allez comprendre que ici, la fameuse, par exemple, si c'est une boule de sureau, et ici c'est une boule métallique. Une boule métallique. Alors la boule métallique qui est ici, ça c'est la boule métallique. Elle va attirer bien sûr la boule de sureau. Alors la boule de sureau, c'est celle-là. Quand elle était en position initiale avant d'être attirée, bien sûr elle était préalablement chargée mais non attirée. Et là elle est toujours chargée, mais cette fois-ci attirée parce qu'on a rapproché la boule bleue. On a rapproché la boule bleue métallique de ce corps. Et donc on voit qu'il y a une attraction. Alors on peut mesurer la force électrostatique
la force électrostatique, on peut facilement la mesurer. Comment? Ben, on sait bien, connaissant le poids, c'est P fois tangente phi, alpha. Je m'excuse, alpha. Alpha étant la déviation. Donc, bon, c'est pas ce qu'il ne savait pas faire, Coulomb, parce que c'est lui qui a inventé le fil de torsion. Donc, la déviation, il savait la mesurer facilement. Donc, mesurer une force électrostatique, en fonction de la déviation, pour lui, ça ne posait pas un problème. Donc, il savait mesurer les forces électrostatiques. Donc, dans sa fameuse formule, c'est pas ça qui posait problème. Alors, dans sa fameuse formule qui est ici, donc, quand il va changer les distances, ben, la force va être évaluée par, bien sûr, les déviations. Hein. S'il y a une déviation comme ceci, alpha, ou voilà, comme ceci, les déviations, mais il aura les forces électrostatiques. Voilà, donc il sait bien que c'est inversement proportionnel à la distance. Et il sait bien qu'en changeant les charges, ben, du côté gauche ou du côté droit, ben, la force va changer aussi. Donc il a tout de suite compris que c'est proportionnel à chacune des charges gauche et droite, et c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Et ça, il pouvait le voir grâce à son fil de torsion. Bon, ben maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment mesurer les charges Q? Comment avoir la charge Q, boss? Parce que là, c'est déjà un peu moins évident. Comment mesurer la charge Q? Alors, on peut mesurer une charge. Du moins, mesurer certains éléments et puis la calculer. Alors, comment? Alors, pour ça, vous vous rappelez qu'auparavant, la boule de Suro, si elle était non préalablement chargée, la boule de Suro, eh bien, il fallait la charger. Comment? On allait chercher, par exemple, un bâton de verre qui était frotté, on avait des charges positives. Voilà. Et on approchait par contact, on faisait un contact avec la boule de Suro, avec le bâton de verre qui était chargé positivement. On rapprochait les deux corps et on électrisait l'un par rapport à l'autre. Donc là, à ce moment-là, on électrisait la boule de Suro. Une fois qu'elle était électrisée, mais elle gardait sa charge positive. Voilà. Alors, une fois qu'on a chargé positivement, pour avoir l'interaction, là, on a créé, bien sûr, on a frotté avec le bâton de verre avec du drap pour avoir des charges positives. On l'a ramené, on a fait une influence, enfin, on a fait une électrisation par contact de la boule de Suro. On la met en contact avec la boule de Suro et maintenant, la boule de Suro, elle possède une charge positive. Alors, ayant cette charge positive, et puis on mettait par exemple une boule métallique qui était, elle, préalablement frottée par exemple avec de l'ébonite, frottée avec de la peau de chat et de l'ébonite. Voilà, enfin, du moins, on avait de l'ébonite, voilà, un bâton d'ébonite, on le frottait avec de la peau de chat, voilà, on avait des charges négatives. Et on venait sur une boule métallique, par exemple, voilà, une boule métallique, ça c'est le bâton d'ébonite, on venait faire en contact et avoir des charges négatives sur la boule métallique. Alors maintenant qu'on a deux charges, ben on peut voir les interactions de charges. Puisque maintenant, pour voir les interactions, je vous ai dit, il faut un environnement, il n'y a pas de problème, on l'a, puisque c'est l'espace. Mais pour voir les interactions, maintenant, on a bien des charges soit identiques si on a du plus partout, ou du moins partout. Mais ici, si je prends une boule métallique chargée négativement par un bâton d'ébonite frotté avec de la peau de chat, eh bien, la boule métallique ici, c'est la mise en contact avec l'ébonite, qui est un isolant. Hein, je vous rappelle que l'ébonite est un isolant. Eh bien, on va voir cette boule métallique qui sera négative. Et donc, là, on aura une boule de Suro qui est chargée positivement en mise en contact d'un bâton de verre avec la boule de Suro pour avoir du plus. Et là, maintenant, on va une interaction de charge parce qu'on va voir si plus moins, ça va donner une attraction. Et donc, si le fil est, bien sûr, si le fil est comme ceci au départ, ben, l'attraction va induire voilà, une déviation. Voilà, si la boule de Suro est suspendue à un fil de nylon, bien sûr, là, il est préalablement chargé avec du plus.
Ça, c'est quand il n'est pas mis en contact avec la charge négative. Mais une fois qu'elle est mise en contact avec la charge négative, bien sûr, il va s'approcher de la charge négative. Bon, ça, c'est une façon de voir qu'on a la présence de charge. Ça veut dire que, soit si vous mettez plus, il va se répulser. Moins, il va se répulser. Moins, il va s'attirer. Moins, il va s'attirer. Mais ça ne dit pas encore comment je peux trouver la valeur de cette charge-là. Alors, comment trouver cette valeur de cette charge-là? C'est justement le but de cette vidéo. Alors, la première des choses, c'est que il faut avoir les notions donc, de champ électrostatique et notamment, on va s'aider pour calculer la charge d'un champ uniforme. Donc, on va essayer de construire un champ uniforme. Et à partir de ce champ uniforme, on va essayer de calculer la charge. Alors, le champ uniforme, bon, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un champ uniforme? C'est dans un environnement. C'est le champ. Bien sûr, je parle de champ électrostatique uniforme. C'est un champ constant. C'est-à-dire que le vecteur E, il est constant partout. C'est-à-dire qu'il y a même direction, même sens et même intensité. Quelle que soit la région, le point de la région de l'espace. La région de l'espace, je l'appelle phi. Alors, je prends, c'est le système. Le système, c'est une zone de l'espace que j'appelle phi. Elle est reprise dans une zone de l'espace qui est phi. Et en tout point de l'espace, on a un champ qui est, on va dire, parallèle, de même direction et de même sens, mais dont le point varie. On n'a pas un point d'application bien précis, parce que vous voyez que le champ E en A, B, C, D, E, F, ben, voilà, on a tous des champs constants, donc tous des mêmes vecteurs qui ont même direction, même sens et même intensité, c'est-à-dire même norme. À partir de là, donc, tous ces vecteurs sont parallèles à une direction delta, phi étant la région, phi c'est la région de l'espace, hein. Ça c'est la région de l'espace, la région de E, et delta c'est une direction. Alors, sachant cela, on va voir des lignes de champ que j'appelle LC, qui seront parallèles, voilà, on va voir toutes des lignes de champ parallèles, pourquoi? Parce que le vecteur E, il est toujours tangent aux lignes de champ. Le vecteur E est toujours tangent aux lignes de champ. Voilà, si je prends, je vais prendre des vecteurs qui sont comme ceci, vecteur E, donc j'ai E1 au point A, au point B, on a E2, et au point C, par exemple, on a E3. Alors, connaissant ces trois vecteurs-là, on peut déterminer la ligne de champ, parce que le vecteur E est tangent aux lignes de champ. Donc, connaissant les vecteurs-là, je vais chercher juste une ligne qui est tangente à E. Voilà. Donc, il suffit d'aller chercher, relier les points qui sont tangents aux différents vecteurs de champ. Et là, vous avez la ligne de champ. Mais maintenant, si vous avez des vecteurs qui sont parallèles, de même direction et de même sens, donc un champ constant ou uniforme, ben, vous aurez, si tout ça sont égaux, voilà, on a E et E, là on n'a plus de, c'est le même vecteur. Si on a le même vecteur, ben, le champ, comment il est? Ben, le champ il est parallèle, on a un champ parallèle. Alors où a-t-on ça? Ben, dans le condensateur plan. Dans le condensateur plan, on sait bien que voilà, ici j'ai une situation 1 où on met de l'huile de paraffine avec on met de l'huile de paraffine avec de la graine de semoule. Alors c'est léger, le grain de semoule, justement c'est pour faire bouger les graines, hein, parce que si ça ne bouge pas, on verra rien. Alors on met de l'huile de paraffine qui est un isolant, voilà, même la graine de semoule est un isolant. Par contre on met deux armatures qui sont conductrices, elles sont métalliques. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, en situation 1, il ne se passe rien, parce que bon, en situation initiale, on n'a pas mis de... Alors pour créer un champ électrostatique uniforme, on va placer ce qu'on appelle un générateur. Un générateur va ramener... donc il est fini de frotter, hein. Le frottement que je vous ai expliqué, là c'est fini, hein. On ne frotte plus pour ramener des charges.
Autant je vous disais tout à l'heure qu'on frotte avec bâton de verre et bâton pour avoir du plus, avec du drap, on frotte du bâton de verre avec du drap pour avoir du plus, et les bâtons des bonnettes, on le frotte avec la peau de chat pour avoir du moins. Bon, maintenant c'est fini ça, hein. Bon, ces expériences-là de frottement, pour, je veux dire, ramener en contact, voilà, c'est fini. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est ramener un générateur, hein. Les générateurs, ça existe, hein. Donc pour avoir des charges, vous ramenez un générateur, vous aurez des charges, hein. Il n'y a plus besoin de frotter quoi que ce soit, on n'est plus, voilà, à l'époque des Grecs, hein. Voilà. Bon, donc vous ramenez un générateur que j'appelle G de générateur. Vous ramenez à gauche des charges positives. Donc là, vous avez l'armature métallique possède des charges positives. Alors là, en moins, vous a ramené des charges négatives. Donc maintenant, vous avez des charges positives d'un côté et des charges négatives. Donc on a ce qu'on appelle un champ électrostatique. Et ici, je peux vous dire que comme on a un condensateur plan, puisque en fait, on a un isolant qui est l'huile de paraffine dans lequel on a mis des grains de semoule qui sont aussi des isolants, eh bien, on aura un champ électrostatique uniforme. Bon, vous allez me dire, il est uniforme à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. D'ailleurs, sur les contours, on commence à voir quelque chose qui n'est plus uniforme, hein. On commence à avoir des trucs bombés, des lignes bombées, alors que le champ uniforme, il est parallèle à l'intérieur. Là, il est bien parallèle. Puis plus on s'écarte on s'écarte, on commence à voir voilà, voilà, du bombage, ça devient bombé. Mais à l'extérieur, c'est vraiment plus parallèle. Parce que qu'est-ce qui est parallèle? Le champ électrostatique, il est parallèle à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, bon, ça n'a plus rien à voir. Donc là, un condensateur plan va ramener un champ électrostatique. Eh bien, c'est comme ça que je vais pouvoir calculer la charge. Alors, comment calculer la charge? Eh bien, je vais calculer la charge en faisant intervenir un champ extérieur. Un champ de l'extérieur, donc au travers en ramenant des charges comme je l'ai fait ici. Alors comment on va faire ça? Alors bien sûr, je ne vais pas mettre de l'huile de paraffine, hein. Donc là, c'est une deuxième situation, bien sûr, permettre de révéler que les grains, les semoules de grains vont s'aligner, hein, parce qu'ils vont se mettre tous parallèles. Les semoules vont se mettre tous en parallèle parce qu'ils vont suivre voilà, les lignes de force. Donc là, au départ, situation 1, il n'y a rien qui est, je veux dire, ordonné. Situation 1, il n'y a rien qui est ordonné parce que c'est désordonné. On a saupoudré par des graines de semoule. Situation 2, ben, là, tout est ordonné. Tout s'est aligné. Si tout s'est aligné, c'est qu'on a des lignes de force. On a des forces voilà, qui sont parallèles. On a des forces parallèles. Et donc, ça, qu'est-ce qui fait ça? Ben, des forces par unité de charge, les forces par unité de charge, des forces par unité de charge, c'est le champ. Donc, comme on a des forces, par unité de charge, dans la région de l'espace pris à l'intérieur du condensateur plan où les armatures sont parallèles, ben, ça c'est E. Donc, si E est parallèle, c'est que les forces à l'intérieur sont parallèles, tout simplement. Parce que le champ, ce n'est rien d'autre qu'une force par unité de charge. Donc, si E est parallèle, F est parallèle. Donc, on a toutes des forces qui vont venir mettre les grains, orienter les grains. Ils vont les bouger, les forces vont rebouger les grains pour les remettre alignés. Ils vont tous s'aligner. Et donc là, on a la présence de lignes de champ. Alors le vecteur E est parallèle, est tangent aux lignes de champ. Mais comme ici on a un champ constant uniforme, tous les vecteurs champ sont parallèles, donc toutes les lignes de champ sont parallèles. Bon. Sachant cela, ben, on peut trouver la valeur d'une charge. Comment? Cette fois-ci, je vais créer ici via pas un condensateur, parce que justement à l'intérieur je ne vais pas mettre un isolant. Je ne vais pas mettre un isolant là-dedans. Tout ce que je vais faire, je vais apporter des charges. Au travers de quoi? D'un générateur continu qui va ramener des charges positives à gauche, des charges négatives à droite. Donc ici je vais polariser la plaque métallique de droite
par du moins. Donc je ramène toutes des charges négatives sur la plaque métallique de gauche. Tout comme le générateur ici, bien sûr il est alimenté ici, je ramenais des charges positives sur la plaque métallique de droite. Donc c'est fini de frotter. Hein. Le frottement comme on faisait auparavant, pour amener des charges, c'est fini. Bon, maintenant, vous aurez compris que maintenant je vais manipuler un outil qui est très bien fait, qui est le générateur, voilà, de tension continue, qui va ramener des, voilà, polariser des charges. Et ici, comme on a deux armatures, chacune des armatures métalliques vont concentrer les charges ici. Alors maintenant, comment calculer justement une charge? Ben, il faut pouvoir passer une charge. Je vais calculer la charge Q. Alors, cette charge Q, je vais mettre... Bon, ça, c'est un peu trop grand. Hein. Il faut que j'insère dans mon système. Alors, l'interaction de charge, je l'aurai. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les charges dues à l'alimentation. Hein. Le fait d'avoir créé une alimentation avec deux charges, une positive à gauche et une négative à droite, ben c'est déjà, je vais dire, des charges. On a déjà des charges. Donc, j'aurai de l'interaction de charge. Parce que je vous ai dit qu'au départ, il fallait un environnement. Je l'ai, puisque ça va être l'environnement au sein des deux armatures hein, parallèles. Et une interaction avec d'autres charges, effectivement, j'ai des charges plus et des charges moins qui vont interagir avec Q. Donc j'ai trois charges ici. Donc ici, je passais une charge. Bon, alors, avant toute chose, je passe un interrupteur. Voilà. Je place un interrupteur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Maintenant, si je place une charge, comme ceci, là j'ai un fil de nylon, bien sûr suspendu à un plafond, ou une potence, enfin ici c'est plutôt un plafond, c'est mieux. Voilà, et là je mets une charge Q. Alors maintenant, je ferme l'interrupteur, voilà, on a l'interaction avec les charges plus, et les charges moins. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout compris ce qui va se passer. Ce fil de nylon va, bien sûr, on aura, ce fil de nylon va dévier. Donc au départ, il était comme ceci. Maintenant, il va se mettre comme ceci. Parce qu'il va attirer, bon, comme j'ai mis du plus, si je mets une boule chargée positivement, ben, plus par plus, il va repousser le plus. Et le moins, il va attirer le plus. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que le plus, il va aller vers la droite. Vers la droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une boule qui est préalablement chargée. Hein. Cette boule-là, préalablement chargée. Ouais, mais là, on peut la frotter, cette boule-là. S'il l'avait frottée avec un bâton de verre, ben, il va donner du plus. S'il l'avait frotté avec de l'ébonite, il va donner du moins. Enfin, si vous avez frotté un bâton de verre avec du drap, il va donner du plus, mais il faudra le mettre en contact avec cette boule-là pour avoir du plus. Donc on va avoir une électrisation par contact. Donc cette boule-là va devenir positive parce que vous l'avez mis en contact avec voilà, du verre, un bâton de verre préalablement chargé qui elle était positive. Donc les charges vont être transférées à cette boule. Maintenant, si vous avez pris cette boule-là, voilà, cette boule que vous voyez ici que j'appelle B, vous l'avez mis en contact avec de l'ébonite, qui elle va donner de l'électricité. Si vous avez frotté l'ébonite avec la peau de chat, ça va donner du négatif. Et si vous venez en contact avec la boule et l'ébonite, vous les mettez en contact, ben, on aura un transfert de charge de l'ébonite vers la boule. Elle sera négative. Mais ici, ça a été préalablement mis en contact avec une boule, avec un bâton de verre, parce que j'ai choisi du positif. Mais comme j'ai mis du positif ici, plus, ben, ils vont se repousser et le plus moins va être attiré. Parce que si on avait mis du moins, ben, vous aurez compris que si la boule était négative, ben, moins va se repousser et le moins plus il va atterrir. Donc vous aurez compris que la boule elle ira par là. Voilà. Si vous mettez une boule négative, elle ira à gauche, et si vous mettez une boule positive, elle ira à droite. Voilà. Comme ça vous avez compris que on a l'interaction des charges plus et des charges moins. Plus
pousse la boule. Voilà. Mais en plus de ça, comme la boule est positive et qu'on a de l'électricité négative à droite, ben, en plus de ça, elle va être beaucoup plus attirée vers la droite. Donc, à partir de là, je peux trouver la charge Q. Alors, comment? Eh bien, justement, je vous ai parlé du champ constant. Le champ constant, il est connu, hein, parce que si vous mettez un certain potentiel, vous savez déterminer voilà, la valeur du champ. Voilà. Connaissant le potentiel, on sait calculer le champ. Donc, la valeur du champ, elle est connue, puisque je veux dire, on connaît le potentiel, la différence de potentiel ici est connue. Voilà, elle est connue, cette différence de potentiel, donc je sais calculer le E. Alors maintenant, comment calculer le Q? Ben, maintenant, il me reste encore quelque chose. Parce que si je connais le E, je sais déterminer le E par la différence de potentiel, ben, je sais. On sait bien que E est égal à F sur Q. Alors maintenant, si je pouvais trouver la force, ben, connaissant la force électromotrice voilà, du générateur continu, ben je peux. Ça, c'est la force électromotrice. Hein. Je peux l'appeler. C'est FM. C'est pas le champ. Ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est la force électromotrice E. D'ailleurs, je vais le marquer parce que pour ne pas confondre avec le champ E, parce que le champ aussi, c'est E. Là, on a une force électromotrice E hein, qui va créer une différence de potentiel entre les armatures que je vais appeler l'armature A et l'armature B. Une différence de potentiel. Voilà, et donc, connaissant la différence de potentiel, on sait trouver facilement le champ. Ouais, mais le champ, c'est quoi? C'est E est égal à F sur Q. Donc, moi, je recherche Q. Donc, je peux faire Q, pour trouver le Q, je peux faire E sur... on sait bien que QE est égal à F. Donc, Q est égal à F sur E. Bon, je vous ai dit que le E, on sait le déterminer. Le E, on sait le déterminer, parce qu'on connaît la force électromotrice, donc on peut déterminer le champ électrostatique. Bon, mais alors, si je trouve bien sûr ici ce sera en module, si je sais trouver la force, ça y est, on peut trouver la charge. Eh bien, regardez bien qu'on sait trouver la force. Parce que cette force-là, cette force de déviation, on sait la trouver grâce à l'angle de déviation. On sait très bien que la force E, électrostatique, est égale au poids de la boule, fois la tangente de l'angle de déviation. Eh bien, connaissant l'angle de la déviation, alpha, connaissant le poids, on mesure la masse, on a l'angle de déviation, eh bien, on sait trouver la force électrostatique. Donc, ayant la force électrostatique, connaissant la force électromotrice, et donc fatalement, on sait retrouver le champ, connaissant le champ électrique, mais connaissant la force et le champ, on sait trouver la valeur de la charge. Donc, vous voyez que on sait trouver les valeurs de charge. Donc, dans la loi de Coulomb, ben, il pouvait même aller beaucoup plus loin que de voir dans sa loi qu'il a trouvé, bon, l'a trouvé par Coulomb, par son laboratoire, puisqu'il était équipé. Hein, je vous ai dit, il a inventé le fil de torsion, donc on sait bien, voilà. Donc, on pouvait aller au-delà de dire que si la distance augmentait, la force diminuait. Voilà. On pouvait aller au-delà de dire que si la distance diminue, ben, la force augmente. Voilà, on pouvait aller au-delà de dire que si la charge de gauche augmentait, la force augmentait. Si la charge Q diminuait, enfin augmentait, la force augmentait, et que si petit q diminuait, ben, la force diminuait, et si Q diminuait, la force diminuait. On pouvait aller au-delà de ça, parce que maintenant, ils pouvaient placer des charges connues, hein, des charges données. Ils savaient mesurer, s'ils savaient mesurer les charges Q et petit q, ben, ils pouvaient mesurer exactement pour une distance constante la valeur de la force. Voilà. Voilà, maintenant qu'ils savaient mesurer, ils savaient placer une charge bien définie, donnée, connaissant la charge Q, puisqu'on sait la trouver, la charge,
comme je vous ai dit ici, hein, on sait la trouver, on sait trouver la charge. Ouais. Mais pour ça, encore faut-il avoir un générateur de force électromotrice et de savoir calculer bon, le champ électrostatique en fonction de la force électromotrice. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que... ça, ce n'est rien d'autre que... l'action d'un champ électrostatique sur une charge. C'est l'action sur une charge, d'un champ électrostatique sur une charge. Autrement dit, ici, je vais utiliser quoi comme système? Le système, c'est quoi? Ben, c'est un pendule. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le pendule. Qui utilisait le pendule? Coulomb a utilisé le pendule. Hein. Je vous dis, il a trouvé la force de déviation, enfin, comment on appelle ça, la force de torsion d'un pendule. Donc, il utilisait le pendule. Donc, c'est pas ça qui l'a arrêté. Hein. Voilà, donc, on a utilisé l'action d'un pendule, ça c'est ce qu'on appelle un pendule électrique, dans un champ uniforme. C'est l'action, ici c'est l'action d'un champ électrostatique uniforme. Hein. Donc on a utilisé voilà, un champ uniforme. Comme ça, bon, pourquoi utiliser un champ uniforme? Parce qu'on ne va pas utiliser... on essaie de chercher quelque chose, mais alors si on a quelque chose de... une autre variable qui est grosso modo grandement variable, c'est un petit peu difficile pour calculer. Hein. S'il varie, il varie en tout point. Si le champ varie en tout point, bon, pour calculer pour calculer ma charge. Alors, autant faire en sorte de diminuer, je veux dire, les inconnus en allant chercher un champ constant. On va chercher un champ constant. Comme ça, partout dans la région partout où on va placer notre charge, peu importe où elle se trouve dans notre région, entre les deux armatures, on peut placer notre charge aussi bien là, que là, ou que là-bas. Bon, voilà, mon pendule, je peux le placer où je veux. Je peux le placer où je veux, pour autant que je reste dans la zone ici, la zone intérieure entre les deux armatures, parce que si vous êtes en dehors ici, bon, vous aurez compris que là, ça ne marche plus. Hein. Et là, de cette façon-là, vous avez un champ constant, je peux le placer où je veux, on a un champ constant, et là, on n'a pas un champ qui est variable, à un moment donné, il vaut E1, là-bas E2, là-bas E3, bon, là, ce serait délicat. Mais ici, prendre un champ constant va venir faciliter, je veux dire, la recherche de force électrostatique et de charge électrostatique. Comme c'est le cas ici. J'ai recherché donc que vaut Q. Alors, que vaut Q dans un champ constant. Donc là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous remercie.